Mon téléphone a illuminé la table de nuit à 2h31 du matin. Je connais l'heure exacte parce que j'étais réveillé. Je ne faisais pas les 100 pas, je n'étais pas anxieux, je ne venais pas de me réveiller comme une sorte de mari inquiet comptant les dalles du plafond. J'étais réveillé parce que 3 mois passés à vivre avec une femme qui traitait notre mariage comme un désagrément avaient programmé quelque chose dans mon cerveau pour rester en alerte, même lorsqu'elle n'était pas à la maison. Une part de moi avait appris, sans même que je ne le décide, à ne dormir que d'un œil. Le SMS était de Céline. Je suis chez Julien. Viens me chercher ou c'est fini. Un message. Un ultimatum auquel était joint le nom de ma femme. Envoyé à 2h30 du matin depuis la maison d'un homme chez qui je n'avais jamais été invité. Je l'ai lu 2 fois. Ensuite, j'ai reposé le téléphone sur la table de nuit, écran vers le haut, et j'ai fixé le plafond pendant exactement 4 minutes. Je sais que c'était 4 minutes parce que j'ai regardé l'horloge. Non pas parce que je calculais quoi que ce soit, non pas parce que j'avais besoin de temps pour réfléchir. J'avais juste besoin de ces 4 minutes pour m'assurer avec une certitude absolue que ce que j'allais faire était ce que je voulais vraiment. Ça l'était. J'ai repris le téléphone. J'ai tapé 2 mots, c'est fini. J'ai appuyé sur envoyer. Ensuite, j'ai fait une capture d'écran de son SMS, de ses mots exacts, de son nom, de l'heure d'envoi, et je l'ai envoyé à un contact que j'avais enregistré dans mon téléphone 3 semaines plus tôt sous un nom que j'espérais ne jamais avoir à utiliser, Claire Harel, la femme de Julien. À 6h47 ce même matin, Céline se tenait devant notre immeuble à Lyon avec un sac de sport à ses pieds, les cheveux encore en bataille après ce qu'elle avait bien pu faire chez Julien, appelant mon téléphone encore et encore. Je n'ai pas répondu. J'étais déjà dans ma voiture en route pour prendre un café, écoutant la radio, regardant le soleil se lever sur les Alpes comme un homme qui vient tout juste de déposer un fardeau qu'il portait depuis bien trop longtemps. Elle n'appelait pas pour s'excuser. Elle appelait parce que Claire Harel, avocate de haut vol spécialisée en divorce, experte en litiges successoraux, et la femme qui n'avait aucune idée que son mari envoyait des SMS à la mienne à minuit depuis 4 mois. Avait apparemment demandé à Julien de quitter la maison vers 5h du matin et lui avait dit de ne pas revenir avant d'avoir engagé son propre conseiller juridique. Céline n'avait nulle part où aller. Et c'est précisément là que cette histoire commence. Avant d'aller plus loin, si ce genre d'histoire vous parle, si vous vous êtes déjà senti comme la personne la plus loyale dans une pièce remplie de gens qui profitent de cette loyauté, abonnez-vous tout de suite et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi, avez-vous déjà atteint ce moment où vous avez arrêté de vous battre pour simplement lâcher prise? Parce que c'est exactement le sujet de cette histoire. Et je veux entendre la vôtre. Cliquez aussi sur le bouton j'aime, car l'algorithme récompense l'honnêteté, et il n'y a rien d'autre que de l'honnêteté dans ce que je m'apprête à vous dire. Je m'appelle Gabriel Hérault. J'ai 39 ans, et depuis 11 ans, je travaille en tant qu'auditeur jury comptable d'entreprise principale et associé en infrastructure dans un cabinet ayant des bureaux à Lyon, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans 3 autres villes que je préfère ne pas nommer pour l'instant pour des raisons qui deviendront évidentes. Je passe mes journées à trouver les choses que les gens essaient de cacher dans les systèmes financiers. Transactions fantômes, comptes occultes, chiffres qui ne correspondent pas. Je suis professionnellement formé pour remarquer les anomalies, pour trouver ce qui manque, pour retracer des schémas que d'autres personnes pensent invisibles. Je ne vous dis pas ça pour me vanter. Je vous le dis parce que cela a de l'importance pour la suite. Parce que la première chose que les gens demandent toujours quand ils entendent cette histoire, c'est « Comment as-tu fait pour ne pas le voir venir ?» Et la réponse est « Je l'ai vu. » J'en ai vu le moindre détail. J'ai simplement refusé d'y croire pendant longtemps. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un et qu'on a construit sa vie avec cette personne, le cœur met un peu plus de temps à rattraper les yeux. Céline et moi étions mariés depuis 6 ans quand les SMS ont commencé. Nous nous étions rencontrés lors du dîner d'anniversaire d'un ami commun dans le quartier de la Confluence dans le centre de Lyon, dans un restaurant de la rue de la République qui n'existe plus aujourd'hui. Elle était chef de projet en marketing, brillante et drôle, le genre de personne qui rendait chaque pièce un peu plus chaleureuse par sa simple présence. Nous nous sommes fiancés 18 mois après ce dîner. Nous nous sommes mariés dans un petit domaine à l'extérieur d'Annecy un samedi de septembre, au moment où les trembles commençaient tout juste à se parer d'or. Sa mère a pleuré. Mon père m'a serré la main et m'a dit que j'avais fait un excellent choix. Pendant les 4 premières années, j'ai cru que c'était le cas. Quelque part au cours de la 5e année, les choses ont commencé à changer. Je l'ai remarqué de la même manière qu'on remarque une fuite lente, pas tout d'un coup, mais par accumulation.
Les repas qui n'étaient plus partagés, les conversations où j'avais l'impression qu'elle jouait un rôle plutôt que de me parler. Sa façon de rire de choses sur son téléphone, puis de détourner l'écran si j'entrais dans la pièce. Je me disais que c'était le stress. Elle avait pris un nouveau poste dans une entreprise située dans le couloir technologique au sud du centre-ville. De longues heures, des clients exigeants. Je me disais qu'elle était fatiguée. Je me disais que la distance entre nous était temporaire, le genre de choses que chaque couple traverse à un moment donné, et que tout cela ne nécessitait que du temps et de la patience. J'avais tort. Son nom, ce nom que j'ai fini par connaître avant même de le prononcer à voix haute, ne fut pas un secret découvert de façon dramatique. Il est apparu par fragments, comme c'est le cas pour tous les vrais secrets. Le premier fragment fut un jeudi soir de février. Je suis rentré plus tôt que prévu et Céline était sur le canapé, son téléphone sur les genoux, tapant quelque chose à toute vitesse. Comme on tape lorsqu'on est au milieu d'une conversation qui nous passionne. Je suis arrivé par le garage, elle a levé les yeux et la saisie s'est arrêtée, s'est simplement arrêtée au milieu d'une phrase. Elle m'a souri, un sourire assez sincère, mais le téléphone s'est retrouvé face contre le coussin avant même que je n'ai fermé la porte derrière moi. Je n'ai rien dit. Le deuxième fragment fut un samedi de mars. Elle m'a dit qu'elle avait un événement professionnel en centre-ville. Un dîner avec des clients, le genre qui l'obligeait à partir à 18h et à rentrer à 23h. Je n'ai pas posé de questions. J'ai pris à emporter dans un endroit de la rue des Marronniers. J'ai mangé seul, j'ai regardé à la télévision quelque chose dont je ne me souviens plus aujourd'hui. Elle est rentrée avec l'odeur d'un restaurant que je ne l'avais jamais entendu mentionner. Quand je l'ai interrogée sur le dîner, elle a décrit la nourriture avec beaucoup trop de détails. C'est la particularité des gens qui mentent. Ils donnent trop d'explications. Ils vous donnent plus de détails que la vérité n'en exige réellement, car ils essaient de construire un décor qui semble authentique. Les auditeurs amateurs tombent dans le panneau. Pas moi, mais je n'ai quand même rien dit. Le troisième fragment a été celui qui a tout changé. C'était un mardi d'avril et je ne fouinais pas. Je tiens à être clair à ce sujet, car c'est important. Je n'étais pas le genre de mari à lire les messages de sa femme, à suivre sa localisation ou à installer un logiciel sur son téléphone. J'ai cru pendant très longtemps que la confiance était la fondation d'un mariage et qu'au moment où l'on commence à surveiller quelqu'un, on a déjà perdu ce que l'on essaie de protéger. Mais elle avait laissé son ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine. Et quand je suis passé devant pour me resservir du café, l'écran était juste là, et le nom en haut du fil de discussion ouvert était visible sans que j'aie à me pencher ou à cliquer sur quoi que ce soit, Julien Caron. Je n'ai pas lu les messages. Je tiens à être précis là-dessus également. J'ai regardé juste assez longtemps pour voir le nom et l'heure du message le plus récent, 23h47 la nuit précédente, une heure à laquelle Céline m'avait dit qu'elle dormait. Ensuite, je suis retourné au comptoir, j'ai versé mon café et je suis allé travailler. Mais j'ai retenu le nom de Julien Caron. J'ai fait des recherches sur lui cet après-midi-là sur mon ordinateur de travail pendant ma pause déjeuner, comme n'importe qui l'aurait fait à ma place, sans arrière-pensée et avec une sorte de peur très silencieuse, très contrôlée. Il était associé dans une société de promotion immobilière commerciale dont les bureaux étaient situés près de la gare de Lyon-Part-Dieu. À 42 ans, sa photo professionnelle montrait un homme grand, avec ce genre d'assurance désinvolte qui naît d'une combinaison d'argent et du fait de n'avoir jamais été sérieusement mis à l'épreuve par quoi que ce soit. Il avait un profil LinkedIn qui le décrivait comme un négociateur visionnaire et un leader communautaire. Il avait un profil d'entreprise sur le site web de sa société. Il avait une présence sur les réseaux sociaux qui était soigneusement entretenue. Des photos lors d'événements caritatifs, de séjours au ski, de conférences professionnelles. Il avait aussi une femme, Claire Harel Caron. J'ai appris son nom sur le site web de l'entreprise où la biographie de Julien mentionnait sa famille. J'ai appris ce qu'elle faisait grâce à une simple recherche. Claire Harel était une éminente avocate experte en litiges successoraux et en divorce très médiatisée, possédant son propre cabinet au Brotteaux. Sa biographie professionnelle faisait 3 paragraphes et sonnait comme un avertissement. Elle avait étudié à l'université Panthéon-Assas. Elle avait plaidé dans plus de 60 affaires de succession et de divorce contestées en France. Elle avait la réputation d'être l'avocate que les personnes fortunées engageaient quand elles avaient besoin de quelqu'un qui ne reculerait devant rien. J'ai enregistré ses coordonnées dans mon téléphone à tout hasard. Je l'ai étiqueté exactement comme je l'ai décrit plus tôt. Puis, j'ai attendu.
Je veux vous raconter à quoi ont ressemblé les 3 mois suivants parce que je ne veux pas que vous pensiez que je suis resté passif. Je n'étais pas passif. J'étais stratégique. Je suis très vite arrivé à une conclusion intime. Je n'allais pas confronter Céline avec mes soupçons. Je n'allais l'accuser de rien que je ne puisse prouver, ni me lancer dans le genre de dispute hurlante qui se terminerait par elle me traitant de paranoïaque et de jaloux, reportant ainsi tout le poids moral de la situation sur mes épaules. J'avais vu cela arriver à d'autres personnes et je savais exactement comment cela finissait, la personne lésée était soudainement perçue comme le problème, et la personne fautive endossait le costume de la victime. J'allais d'abord rassembler la vérité, puis je déciderais de ce que j'en ferais. Ce que j'ai rassemblé au cours de ces 3 mois était substantiel. Le kilométrage de la voiture de Céline ne correspondait pas au trajet qu'elle décrivait. Je n'ai pas installé de traceur. Je n'en avais pas besoin. Je suis un auditeur jury comptable. Je comprends la documentation. J'ai simplement commencé à prêter attention aux chiffres qui avaient toujours été là. Les relevés du compteur kilométrique qui étaient visibles lorsque je déplaçais parfois sa voiture dans le garage. Les eurodatages sur les reçus qu'elle laissait sur le comptoir de la cuisine. Le décalage entre la façon dont elle décrivait sa soirée et ce que les preuves indiquaient discrètement. Les SMS ont continué. Je savais qu'ils continuaient en raison du comportement de son téléphone lorsqu'elle était près de moi. Écran vers le bas sur toutes les surfaces, jamais laissé dans une pièce où je me trouvais déjà, toujours dans sa main quand elle était à la maison. Je ne lisais pas ses SMS, mais je savais qu'ils étaient là. Les événements professionnels se sont multipliés. Elle a eu plus de dîners avec des clients en 3 mois qu'elle n'en avait eu au cours des 2 années précédentes réunies. J'ai recoupé ces informations parce que je suis comme je suis. Le compte public de son entreprise sur les réseaux sociaux, le genre que les sociétés de marketing entretiennent pour leur visibilité dans le secteur, ne reflétait pas la fréquence des événements en soirée qu'elle décrivait. C'était même loin d'être le cas. Et puis il y avait l'argent. Pas grand-chose. Céline gagnait son propre salaire, et nous avions toujours conservé des comptes personnels séparés en plus de notre compte commun. Mais il y avait des débits sur la carte de crédit que nous partagions, une carte que nous utilisions pour les dépenses du foyer, qui ne concernait pas le foyer. Des dîners dans des restaurants où je n'étais jamais allé avec elle. Une facturation pour un week-end dans un hôtel près de Chamonix, lors d'un week-end où elle m'avait dit être à Grenoble pour un séminaire professionnel. J'ai tout documenté discrètement, méthodiquement, de la même manière que je documente les anomalies dans les systèmes financiers d'entreprise, sans alarme, sans confrontation, sans donner au sujet la moindre raison de penser qu'il a été découvert. Et j'ai attendu. Je veux que vous compreniez ce qu'il en coûte d'attendre de la sorte. Je veux que vous compreniez ce que c'est que de s'asseoir à table face à une personne à qui l'on a un jour promis sa vie, de la regarder décrire sa journée avec une aisance totale, et de savoir, avec la certitude tranquille de quelqu'un qui travaille avec des preuves, que cette description est une chose fabriquée, et non la vérité. Je veux que vous compreniez ce que c'est que de faire la conversation sur des listes de courses et des projets de week-end avec quelqu'un qui est, dans tous les sens qui comptent, déjà parti. Je ne me suis pas enivré pour trouver le sommeil. Je n'ai pas cherché la bagarre. Je n'ai pas contacté d'amis pour leur raconter mes soupçons. Je suis allé travailler. Je suis rentré à la maison. J'ai été un mari qui se comportait comme un mari, jusqu'au moment même où je ne l'ai plus été. La nuit du SMS, j'étais censé dormir. Céline m'avait dit qu'elle passait la soirée avec une amie de son ancien travail, une femme prénommée Pénélope, que j'avais rencontrée 2 fois lors d'événements d'entreprise, et qui était, pour autant que je le sache, une personne réelle sans aucun lien avec tout cela. Elle avait mentionné Pénélope plus tôt dans la journée, avec désinvolture, à la manière dont elle avait appris à préparer le terrain pour ses histoires afin qu'elles ressemblent moins à des alibis et plus à de véritables projets. Elle est partie à 20h. J'étais sur le canapé avec un livre que je ne lisais pas vraiment. À 23h15, je suis allé me coucher. À 2h31 du matin, le téléphone s'est allumé. Je suis chez Julien. Viens me chercher où c'est fini entre nous. Je veux que vous réfléchissiez à cela un instant, car son audace est quelque chose à laquelle je pense encore. Elle ne me demandait pas de lui pardonner. Elle ne se confessait pas. Elle ne donnait aucune explication. Elle donnait une instruction. Viens me chercher, avec une échéance à la clé. Et l'échéance était la fin de notre mariage si je n'obtempérais pas. Elle croyait sincèrement que j'allais monter dans ma voiture à 2h30 du matin, conduire jusqu'à la maison d'un homme dans le quartier de Gerland, au sud du centre-ville de Lyon,
la récupérer de n'importe quelle situation dans laquelle elle s'était mise, et la ramener à la maison. Elle le croyait parce que, pendant 6 ans, j'avais été digne de confiance. J'avais été la personne qui répondait toujours présent. J'avais été la personne qui réparait les choses, qui arrangeait les choses, qui gérait les choses sans me plaindre. Elle a mal calculé son coût. J'ai tapé, c'est fini. Ensuite, j'ai ouvert le contact de Claire Harel-Caron. J'ai joint la capture d'écran. J'ai tapé une phrase. J'ai écrit, je pensais que vous devriez savoir. Je suis désolé. Je l'ai envoyé. Ensuite, j'ai reposé le téléphone sur la table de nuit, face vers le bas cette fois-ci, et je me suis endormi. J'ai découvert ce qui s'était passé du côté de Claire, non pas par Claire ni par Céline, mais à partir d'une chronologie reconstituée après coup. Claire a reçu mon SMS à 2h34 du matin. Elle avait apparemment le sommeil plus léger que moi. Elle a lu la capture d'écran. D'après ce qui a été révélé par la suite, et beaucoup de choses ont été révélées plus tard d'une manière que je n'avais pas anticipée, Claire n'a pas gardé l'information pour elle pendant une journée entière, n'a pas demandé de temps pour la digérer ni accordé à son mari le bénéfice du doute. Claire Harel avait passé toute sa carrière professionnelle à observer des gens essayer de cacher des choses. Elle a reconnu un horodatage sur une capture d'écran. Elle a reconnu la nature de ce que le message révélait. Et elle a fait ce que fait une femme avec sa formation. Elle a agi immédiatement. Elle a réveillé Julien. Elle lui a montré la capture d'écran sur son téléphone. Elle lui a posé exactement une question, et sa réponse a apparemment été tellement insuffisante qu'elle s'est dirigée vers la chambre d'amis, a fermé la porte et a appelé la ligne d'urgence des assistants juridiques de son cabinet. À 4h30 du matin, elle avait commencé à préparer les documents préliminaires pour une demande de divorce contentieux. À 5h du matin, elle avait demandé à Julien de partir. À 5h15 du matin, Julien Caron se tenait dans sa propre allée avec une valise et aucun plan. Et Céline, qui s'attendait apparemment à ce que la maison de Julien soit un refuge dans lequel elle pourrait se retirer, s'est soudainement retrouvée dans une maison qui n'en était plus un. Une maison qui était devenue, en l'espace de quelques heures, le théâtre d'une action en justice qu'elle n'avait aucun moyen de prévoir. Mon téléphone a commencé à sonner à 6h12 du matin. J'ai mis le premier appel en sourdine sans regarder de qui il provenait. Je le savais déjà. J'ai mis en sourdine le deuxième, le troisième et le quatrième. À 6h47, j'ai regardé par la fenêtre avant de notre appartement situé au 4e étage d'un immeuble de la Croix-Rousse, et j'ai vu Céline debout sur le trottoir en contrebas, avec un sac de sport. Elle levait les yeux vers l'immeuble. Elle n'avait pas l'air d'une femme qui avait été assez courageuse pour lancer des ultimatums à 2h30 du matin. Elle avait l'air d'une personne qui venait de découvrir que ce dont elle était si sûre était bâti sur du sable. Je me suis habillé. J'ai pris l'ascenseur pour descendre. Je suis sorti par la porte d'entrée. Gabriel, s'il te plaît. Sa voix était différente de toutes celles que je l'avais entendue prendre depuis des mois. Il n'y avait aucune mise en scène là-dedans. S'il te plaît, laisse-moi juste t'expliquer. Je l'ai regardé pendant ce qui m'a semblé être un long moment, et qui a probablement duré environ 5 secondes. Je n'étais pas en colère. Je tiens à être précis à ce sujet, car les gens s'attendent toujours à de la colère dans ces moments-là. Et je pense que c'est l'absence de colère qui l'a le plus déstabilisé. Je n'étais pas froid non plus. J'en avais juste fini. Il y a un type de paix spécifique qui survient après une longue période passée à se préparer à quelque chose, après des mois passés à savoir, à attendre et à porter une peur silencieuse. Et cette paix est arrivée au moment où j'ai envoyé ces mots à 2h31 du matin et elle ne m'a jamais vraiment quitté. Il n'y a rien à expliquer, ai-je dit. Tu as tout expliqué dans ton SMS. Elle a commencé à parler. Elle a dit des choses que je ne vais pas répéter ici en détail, car ce sont les choses que les gens disent dans ces moments-là. Des variantes de « ce n'est pas ce que tu crois », de « j'allais te le dire » et de « tu ne m'apportais pas ce dont j'avais besoin ». Ce sont les mêmes choses, agencées différemment, que les gens disent depuis la nuit des temps. Je l'ai laissé terminer. Puis, j'ai dit, j'ai déjà appelé le gestionnaire de l'immeuble. Ta clé ne fonctionnera plus après-midi. Tes affaires seront dans des cartons et prêtes dans le hall d'ici 10 heures. Tu ne peux pas faire ça. La moitié de tout ce qu'il y a dans cet appartement m'appartient. Je sais. Je ne garde pas ce qui est à toi. Je te le restitue de manière efficace. Elle m'a dévisagé. Où suis-je censé aller? Je n'en sais sincèrement rien,
ai-je répondu. Mais je ne suis pas la bonne personne à qui le demander. Je suis rentré à l'intérieur. J'ai repris l'ascenseur jusqu'au 4e étage. J'ai commencé à préparer du café et je me suis mis, avec le calme et la lenteur de quelqu'un qui a eu des mois pour s'y préparer, à organiser les objets de notre appartement qui lui appartenaient. Les semaines qui ont suivi n'ont pas été simples. Je ne veux pas vous donner l'impression que ce que j'ai fait n'a eu aucun coût. Ça en a eu un. Mon avocat, un homme nommé David Vasseur, avec qui j'avais travaillé sur une affaire d'entreprise 2 ans plus tôt et que j'avais appelé le lendemain matin, m'a dit que la procédure de divorce dans notre région prendrait au minimum 90 jours à compter du dépôt de la demande. Puisque la loi privilégie la séparation sans égard au tort, l'infidélité en elle-même n'aurait qu'un impact direct limité sur le partage des biens, et il fallait que je sois prêt à ce que le processus prenne plus de temps si Céline décidait de le contester. Il s'est avéré qu'elle n'a pas contesté, et je vous dirai pourquoi dans un instant. Il y avait aussi nos amis communs, des personnes qui nous connaissaient tous les deux, qui étaient présents à notre mariage, et qui ont dû choisir, ou ont eu l'impression de devoir choisir, entre deux versions d'une même histoire. J'ai perdu certaines de ces personnes. Certaines d'entre elles ont cru ou voulu croire une version des faits dans laquelle j'avais été froid, absent ou impossible à atteindre, et où les choix de Céline étaient le résultat logique de quelque chose que je n'avais pas su lui apporter. J'ai laissé partir ces personnes-là, aussi. Pas avec amertume, juste avec la reconnaissance que certaines amitiés sont attachées à une version de vous-même qui n'existe plus. Mon ami Olivier, qui me connaissait depuis l'université et qui était à mon mariage, m'a appelé 2 semaines après que tout s'est passé. Il n'a pas pris parti. Il m'a juste demandé si j'allais bien. Mieux que je ne l'ai été depuis un bout de temps, lui ai-je répondu. Et je le pensais vraiment. Tu lui as vraiment envoyé la capture d'écran, m'a-t-il demandé. Il connaissait Claire de réputation. La communauté juridique de Lyon n'est pas si grande. À 2h34 du matin, ai-je confirmé. Il y a eu un silence. C'est une avocate spécialisée en divorce. Je sais. Un autre silence. Tu le savais, au moment où tu l'as envoyé. Oui. Olivier a ri. Pas un rire cruel, mais le genre de rire qu'on lâche quand quelque chose est si précisément calibré que la seule réponse possible est le rire. Gabriel, a-t-il dit. D'où Jésus. Voici ce que j'ai appris sur Julien Caron dans les mois qui ont suivi. Non pas parce que j'ai cherché à le savoir, mais parce que Lyon n'est pas une aussi grande ville qu'elle prétend parfois l'être, et les informations circulent. Claire Harel n'était pas seulement une avocate spécialisée en divorce. Elle était une avocate principale en contentieux successoral, ce qui signifiait qu'elle savait exactement comment documenter des actifs. Retracer des comportements financiers et protéger ses propres intérêts dans une procédure judiciaire avec une minutie que la plupart des gens ne rencontrent jamais jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Julien avait pris, s'est-il avéré, plusieurs décisions financières pendant leur mariage qui n'étaient pas en conformité avec leur déclaration conjointe. Rien de criminel, mais le genre de gestion d'actifs agressive qui prend toute son importance dans une procédure contentieuse. Le genre de choses que Claire, dont c'était le métier de gérer ce type de cas, savait exactement comment traiter. Dans les 6 semaines qui ont suivi le matin où elle lui a demandé de partir, Julien Caron a engagé successivement 3 avocats différents, chacun d'eux ayant apparemment conclu, après une première consultation, que le terrain ne lui était pas favorable. La société d'immobilier d'entreprise dont il était associé a eu vent de sa situation personnelle, de la manière dont ces choses-là finissent toujours par se savoir, par le réseau. Par ce genre de bouche à oreille qui circule au sein des communautés professionnelles dans une ville de la taille de Lyon. Il n'est pas exagéré d'affirmer qu'être impliqué dans un divorce contentieux avec une avocate très en vue dans le camp adverse n'est pas une position idéale pour quelqu'un dont la réputation professionnelle repose sur le fait d'être un négociateur fiable. Je ne sais pas tout ce qui est arrivé à Julien, mais je sais qu'à la fin de cet été-là, son nom ne figurait plus sur le site web de son entreprise. Quant à Céline, elle n'a pas contesté le divorce. Je vais vous dire ce que je pense qu'il s'est passé de son côté. Dans les jours qui ont suivi ce fameux matin sur le trottoir, elle m'a appelé environ 37 fois. Je connais le chiffre parce que j'ai compté, non pas de manière obsessionnelle, mais parce que je suis une personne qui compte les choses. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu aux messages vocaux qu'elle a laissés, que j'ai tout de même écouté une fois chacun, et qui suivaient une courbe prévisible allant de l'urgence à la supplication, puis de la colère aux excuses. Je n'ai pas communiqué directement avec elle durant cette période de 90 jours, si ce n'est par l'intermédiaire de David Vasseur. Ce que je crois qu'elle a découvert au cours de cette période,
c'est que la situation dans laquelle elle s'était mise n'était pas celle qu'elle avait imaginée. Elle avait lancé un ultimatum depuis la maison de Julien Caron à 2h30 du matin, ce qui signifiait qu'elle était chez Julien Caron à 2h30 du matin, ce qui signifiait que le SMS existait, que j'en avais une copie, qu'il était horodaté, et qu'il s'agissait de ses propres mots, en son nom. Elle avait imaginé, je pense, une version des faits dans laquelle je viendrais la chercher, j'absorberais l'embarras de la situation et je finirais par pardonner, parce que pardonner est ce que font les personnes dignes de confiance. Elle pensait que la femme de Julien resterait dans l'ignorance, parce que c'est le genre de supposition que font les gens comme Julien et Céline. Ils croient que le monde extérieur à leur petit arrangement ne dispose d'aucune information. Elle n'avait pas imaginé une version dans laquelle je répondrais par quelques mots et transférerais la capture d'écran à une femme professionnellement équipée pour la traiter comme la pièce d'ouverture d'un dossier judiciaire. Le divorce a été finalisé à la fin de l'automne. Le partage des biens a été géré sans incident. J'ai gardé les choses qui m'appartenaient. Elle a reçu ce qui était à elle. David m'a dit par la suite que cela avait été l'une des procédures les plus fluides qu'il ait eu à gérer, compte tenu des circonstances. Je veux être honnête avec vous au sujet de quelque chose, car je pense que c'est important. Les gens me demandent si je regrette ce que j'ai fait. Plus précisément, si je regrette d'avoir envoyé cette capture d'écran à Claire, et je comprends pourquoi ils posent la question. Claire n'était pas la personne qui m'avait fait du tort. C'était une femme qui s'est réveillée à 2h30 du matin pour découvrir, par le SMS d'un inconnu, que son mari entretenait une liaison. Quoi qu'il lui soit arrivé par la suite, les procédures de divorce, l'exposition professionnelle, le bouleversement personnel, elle n'avait pas choisi cela. Cela lui a été livré sur le pas de sa porte. J'y ai pensé pendant ces 4 minutes passées à fixer le plafond avant de répondre au SMS de Céline. Je veux que les choses soient claires, j'ai pris cela en considération. Je n'ai pas agi sans avoir conscience de ce que cette information signifierait pour Claire. Voici ma conclusion. Claire méritait de savoir. Non pas parce que j'avais un quelconque intérêt à voir son mari puni, ni parce que je voulais étendre les dégâts, mais parce qu'elle avait le droit de connaître la vérité sur sa propre vie. C'était une femme de 40 ans vivant un mariage qui n'était pas ce qu'elle croyait qu'il était. Et chaque jour qu'elle passait dans l'ignorance était un jour où elle prenait des décisions financières, professionnelles, personnelles ou sur la base de fondations trompeuses. J'avais fait la même chose pendant 3 mois et je sais ce que cela coûte. Je n'aurais pas voulu que quelqu'un qui savait garde le silence pour mon bien. Je veux aussi vous dire ceci. J'ai contacté Claire une fois, 6 mois après que tout s'est passé, non pas pour m'expliquer, ni pour comparer nos expériences, ni pour former une quelconque alliance de grief mutuel. J'ai envoyé un court email via la page de contact de son cabinet. J'ai dit que j'espérais qu'elle allait bien. J'ai dit que j'étais désolé de la manière dont l'information lui était parvenue. Elle m'a répondu 3 jours plus tard. Son message tenait en 4 phrases. Elle disait qu'elle appréciait mon mot. Elle disait qu'elle allait bien. Elle disait que de savoir, même de la façon dont elle l'avait appris, valait mieux que de ne pas savoir. Elle disait qu'elle me souhaitait bonne continuation. J'ai lu cet email 3 fois. Puis je l'ai supprimé, non pas pour fuir, mais parce que certaines choses sont accomplies une fois qu'elles ont été reçues. Je vous écris ceci depuis un appartement différent de celui dans lequel je vivais lors de cette histoire. J'ai emménagé en janvier dans un immeuble de la Partie et de la Croix-Rousse, à 6 rue de là où j'habitais. Il y a une fenêtre exposée à l'ouest dans le salon qui capte la lumière en fin d'après-midi d'une façon qui me surprend encore parfois, quand je lève les yeux de ce que je suis en train de faire. J'ai un canapé que j'ai choisi sans aucun compromis. J'ai une cuisine remplie des choses que je mange réellement. J'ai, pour la première fois depuis plusieurs années, une vie qui me semble taillée exactement à la mesure de ce que je suis. Je fais toujours le même travail. Je continue de trouver les choses que les gens essaient de cacher dans les systèmes financiers. Je suis toujours, professionnellement, une personne payée pour remarquer les anomalies. La seule différence, c'est que je ne franchis plus la porte de ma propre maison en me demandant ce que je ne vois pas. Je veux vous dire de quoi parle réellement cette histoire, à mon sens, car il ne s'agit pas de vengeance, même si je sais que c'est ce que le titre laisse entendre. Il ne s'agit pas du SMS, ni de la capture d'écran, ni de ce qui est arrivé à Julien, à Céline ou même à Claire. Il s'agit du moment où j'ai tapé 2 mots au lieu de monter dans ma voiture. Ce ne fut pas un acte théâtral. Je ne me suis pas senti triomphant au moment d'appuyer sur envoyer. Je ne me suis pas senti vengé ou puissant. Je me suis senti, pour la première fois depuis très longtemps,
comme une personne qui faisait la seule chose qui avait toujours été à sa disposition et qu'elle n'avait cessé de repousser, dans l'espoir illusoire que différer était la même chose qu'espérer. Ce n'était pas le cas. Ça ne l'est jamais. La vérité, quand on la laisse enfin être la vérité, n'est pas aussi terrible que son appréhension. C'est l'appréhension qui vous coûte le plus cher. C'est moi passé à remarquer des choses sans rien dire. C'est dîner où l'on joue la comédie de la normalité. Cette partie de votre cerveau qui reste éveillée même quand vous dormez. Lâcher prise sur une chose qui ne vous retient plus n'est pas une perte. On en a seulement l'impression parce qu'on s'y est accroché pendant trop longtemps. Mon père m'a appelé la semaine où le divorce a été finalisé. C'est un homme taiseux, un ingénieur en génie civil à la retraite qui a passé 40 ans à construire des choses en Savoie et en Haute-Savoie, et qui n'a jamais eu beaucoup de patience pour les émotions qui n'étaient pas liées à un problème pouvant être résolu. Il m'a demandé comment j'allais de la façon dont il le fait toujours, direct, brève, voulant sincèrement le savoir. Bien, lui ai-je dit. Vraiment bien. Il est resté silencieux un instant. Puis il a dit, tu sais ce que je t'ai toujours dit. Il m'avait dit beaucoup de choses, mais je savais de laquelle il parlait. La structure n'est aussi solide que ses fondations. Et si les fondations ne sont pas bonnes, la chose la plus sensée que l'on puisse faire, c'est d'arrêter de construire. Il parlait d'ingénierie. Il parlait d'ingénierie depuis que j'étais né quand il disait des choses comme ça. Mais mon père est aussi un homme qui a épousé ma mère il y a 37 ans et qui, pendant tout ce temps, ne lui a jamais donné la moindre raison de douter. Il comprenait les fondations. Oui, papa, ai-je dit. Je sais. Si vous regardez ceci et que vous vous trouvez dans une situation où vous essayez de maintenir ensemble quelque chose qui ne cesse de se défaire, je ne vais pas vous dire quoi faire. Je ne vais pas prétendre que 2 mots sur l'écran d'un téléphone peuvent résoudre un problème plus complexe que celui qu'ils ont résolu pour moi, dans ma situation spécifique et lors de cette nuit précise. Mais je vais vous dire ceci, le moment où j'ai arrêté d'essayer de sauver quelque chose qui avait déjà été décidé sans moi, ce n'a pas été le pire moment de mon mariage. Ce fut le meilleur, car les pires moments étaient ceux qui l'ont précédé. Les pièces de théâtre à l'heure du dîner, les trajets en voiture silencieux, les insomnies à 4 heures du matin, les faux semblants. Ces 2 mots ont mis fin à tout cela. Et le lever du soleil, lorsqu'il est apparu, a été le plus pur que j'ai vu depuis.